Chers amis, chers camarades, bonsoir à toutes et à tous. On est toujours sur le live Loi Sécurité Globale. On a des invités également de choix, des camarades de terrain, des personnes qui sont au quotidien notamment confrontées à ces questions-là de violence policière, de près ou de loin. Et il est primordial aujourd'hui d'être le plus nombreux et d'être les plus nombreuses possibles en fait à suivre ce live-là pour avoir un maximum d'informations et savoir en fait comment demain on va essayer de passer à l'offensive, parce que c'est aussi toujours ça la logique de nos lives, c'est de décrypter la situation mais également de penser comment passer à l'offensive. Le premier invité qui va intervenir, c'est Arié Halimi, qui est avocat au barreau de Paris. Arié Halimi, notamment, il suit de près depuis le début cette loi sécurité globale et notamment, il fait partie des organisateurs, si je puis dire, de ce rassemblement-là. Pour celles et ceux qui avaient suivi le live précédemment, et je salue ma camarade Flora, impressionnante en fait, qui n'a pas bougé, qui était sur son poteau en train de filmer au cœur de la répression en fait, en plein milieu des gaz, qui n'a pas lâché jusqu'au bout en fait ce rassemblement devant l'Assemblée nationale, où très sincèrement j'ai été, notamment certains camarades qui sont là aussi dans ce live-là, et j'ai été impressionné par le monde, l'ampleur notamment qu'a pris cet événement-là, c'est-à-dire qu'un événement qui a été travaillé, on va dire, sur le terrain et qui au final a rassemblé des milliers de personnes. Réellement, les rues étaient bondées, on était collés serrés et j'ai envie de dire tout le monde respectait notamment le port du masque et autres. Et c'était en tout cas impressionnant dans cette période-là, notamment de reconfinement, dans une période, on va dire, d'atonie générale où il ne se passe pas de mobilisation, de lutte importante depuis les dernières qu'on a pu connaître, notamment au mois de juin, ces rassemblements-là du comité Justice et Vérité pour Adama devant le TGI et Place de la République. Et ça faisait du bien, en tout cas, ce soir, d'être rassemblés devant l'Assemblée nationale et notamment d'être massivement réunis. Au-delà d'Arié Halimi, il y aura également Mamadou Camara. Excusez-moi, je prends mes notes, pas pour Mamadou Camara que je connais, mais Mamadou Camara, c'est le frère de Gaye Camara. Gaye Camara, vous le savez, a été assassiné il y a 2 ans maintenant par la police d'Épinay d'une balle dans la tête. L'intérêt d'avoir aussi Gaye Camara aujourd'hui, c'est qu'on sait que ces questions-là, notamment de filmer les violences policières, on sait à quel point il y a déjà énormément de familles qui aujourd'hui galèrent à obtenir justice, qui galèrent à avoir un procès en fait, parce que lorsqu'il n'y a pas d'image, lorsqu'il n'y a pas de vidéo, en fait, ils n'arrivent pas à essayer de prouver la responsabilité de la police, notamment dans la mort de leurs proches, que ça soit par exemple pour Gaye Camara. On pense aussi à le dossier que tout le monde, la plupart connaissent, c'est la mort d'Adama Traoré, où on sait comme par hasard que durant la mort d'Adama Traoré, toutes les caméras de vidéosurveillance de la ville de Beaumont-sur-Oise étaient éteintes comme par hasard, comme dirait Assa Traoré. On va avoir également Paul Morao, qui est militant à Révolution Permanente et qui est membre notamment du comité de rédaction de Révolution Permanente, parce que Révolution Permanente, au-delà d'être aussi un courant politique, c'est aussi un média qui informe des milliers et des milliers de personnes, qui participent notamment à informer et dénoncer aussi ces violences policières. On va être également avec Mathieu Rigousse. Mathieu Rigousse, qui est sociologue et militant antisécuritaire, et qui, j'ai envie de dire, Mathieu Rigousse suit notamment ces questions-là de tournant sécuritaire, autoritaire et autres autour des questions de violence policière, et ça va être intéressant notamment d'avoir son regard là-dessus. On va avoir également Mathieu Mollard, qui est journaliste, rédacteur en chef de Street Press, et on salue notamment les camarades de Street Press qui ont fait un travail remarquable dans la dernière période, notamment à travers le film qu'ils ont sorti, notamment dénonçant les violences policières durant le mouvement des Gilets jaunes. Et Street Press, comme Révolution Permanente et comme bien d'autres, que ça soit des camarades de Cerveau Non Disponible, que ça soit là-bas si j'y suis, Quartier Général, Le Média et autres, sont des médias qui sont indépendants et notamment qui sont des médias qui relayons beaucoup cette parole du terrain. Et parfois, dans cette parole du terrain, il y a aussi ces répressions et ces images violentes de la part de la police qu'on diffuse, et notamment on va voir à quel point en fait cette loi sécurité globale, si elle était amenée à passer, va changer, va bouleverser notamment le métier de journaliste indépendant et pas que en fait, et de voir quelles vont être les conséquences demain. Et je salue également
ma camarade Alberta qui est là pour la jeunesse et notamment parler de ce qui est en train de se passer au niveau de la jeunesse et notamment des facultés avec cette loi, la LPR, où il y a une mobilisation importante aujourd'hui. Et on va revenir avec Alberta également sur cette loi et les conséquences aussi de cette loi, c'est-à-dire qu'en gros, on va interdire, on est en train de préparer les armes pour interdire les futurs blocages tels qu'on a pu les connaître en 2018, par exemple, avec Tolbiac, avec Paris 8, avec le Mirail et bien d'autres universités qui demain, avec cette loi-là, Alberta nous expliquera à quel point ça va changer les mobilisations dans la jeunesse et on en discutera. Et je pense que j'ai fait tout le tour de la table ronde et je salue notre camarade Arnaud qui est à la régie. Vous êtes déjà 430. Connectez-vous, repartagez ce live massivement, chers amis. On est ensemble pour 1h30. On va essayer de balayer cette question-là de loi sécurité globale. Et je demande à Arnaud de me connecter avec Maître Arié Halimi, avocat au barreau de Paris. Salut Anas. Alors, Arié, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet. On sait que tu suis énormément depuis le début, en fait, et que tu es, on va dire, un des protagonistes aussi de ce rassemblement-là qu'il y a eu aujourd'hui devant l'Assemblée nationale. Tu as multiplié également les interviews, les tribunes et les papiers et autres pour pouvoir essayer d'alerter, dénoncer notamment sur cette loi sécurité globale qui, j'ai envie de dire, dans une période de confinement, est en train de passer à l'as, quoi. Pendant que les gens sont en train de remplir leur attestation pour sortir au boulot et rentrer du boulot, il y a cette loi-là qui se prépare. Et est-ce que tu peux nous en dire plus en tant que toi, avocat, qui notamment aux côtés d'énormément de militants, notamment parfois réprimés, que ça soit notamment, je pense à la famille de Cédric Chouviat, pour qui les images ont été importantes, mais également pour d'autres camarade Taha Bouafs qui est pas là ce soir avec nous et que je salue. Est-ce que tu peux nous dire un peu en quoi cette loi, elle est une régression importante pour notre camp et pour l'ensemble des citoyennes et des citoyens? Il y a juste le micro, Arnaud. Oui, merci Anas de me passer la parole. Effectivement, cette loi, elle a pas mal de dispositions qui sont extrêmement liberticides. Il y a bien évidemment celui qu'on connaît parfaitement, c'est l'article 24, c'est-à-dire l'interdiction de filmer de manière malveillante des fonctionnaires de police ou de la gendarmerie. Diffuser, plus précisément, puisque c'est l'interdiction de diffuser qui est réprimée pénalement, si ça passe. On a également, il faut bien le comprendre, d'autres dispositifs qui s'inscrivent dans une globalité. On a l'instauration et la légalisation des drones. Ces drones, ce sont ces petits appareils de surveillance par le ciel qui vont être légalisés sur tout le territoire dans n'importe quel champ. On a également la centralisation des images sur les caméras piétons qui sont sur les uniformes de policiers. Avant, ces images, elles ne pouvaient être utilisées que par l'autorité judiciaire. Maintenant, ces images pourront éventuellement être utilisées, elles sont centralisées directement et elles pourront être utilisées par les policiers eux-mêmes, éventuellement pour faire de la communication en diffusant des images de manifestants ou d'autres personnes. Mais au-delà de la globalité de ce texte qui est infiniment liberticide et qui augure de ce que l'on prévoyait depuis un petit moment, c'est-à-dire l'instauration d'une société orwellienne. 1984, on y est, c'est-à-dire la surveillance généralisée de tout le monde sans que la population puisse elle-même surveiller les abus d'autorité de l'État et des fonctionnaires de police. C'est exactement ça, ce texte. Mais au-delà de ça, ça s'inscrit dans une autre globalité, il faut le comprendre. C'est imbriqué dans d'autres textes. Vous avez d'abord le schéma national du maintien de l'ordre. Si vous vous souvenez, ça a été instauré il n'y a pas très longtemps, il est passé en vigueur et il prévoit également la possibilité d'accréditer les journalistes et de sélectionner entre les bons et les mauvais journalistes lorsqu'il y a du maintien de l'ordre. Ça veut dire qu'on aura deux rangs de journalistes, les journalistes qui seront du côté des policiers et qui pourront permettre la propagande d'État, et de l'autre côté, des journalistes qui n'auront pas de carte de presse ou bien qui n'auront pas accepté d'être accrédités parce qu'ils seront restés indépendants et qui pourront faire l'objet de dispersion comme les autres manifestants au même titre que les observateurs. Vous avez également le livret blanc de la sécurité qui rajoute pas mal de choses. Et puis, concrètement, c'est dans un cadre encore plus global qu'il faut que ça s'inscrit. Ce cadre encore plus global, ce sont les états d'urgence, c'est-à-dire des états d'exception successifs. Il faut bien comprendre que ça fait en 5 ans, depuis 2015, on a passé pratiquement 3 ans en état d'urgence. Ce qui veut dire qu'on a été plus longtemps en état d'urgence, état d'exception, que dans un état de droit commun.
Et on comprend bien que l'état d'urgence est ce moment où on est en train de détruire notre cadre institutionnel. Le cadre institutionnel, c'est quoi? C'est l'état de droit, c'est la Constitution. On est en train de franchir un cap et il n'y a pas très longtemps, le syndicat de la magistrature a fait un communiqué de presse assez strict, assez sévère sur la loi sécurité globale. Et il parle clairement d'un état de police. Nous étions déjà dans un état autoritaire et nous l'avons vu pendant le mouvement des Gilets jaunes, pendant les manifestations loi travail, avec une répression extrêmement importante, brutale, vraiment une brutalisation du maintien de l'ordre, avec énormément de blessés. Il faut bien penser que pendant les 50 dernières années qui viennent de s'écouler, il n'y a pas eu tant que ça de violence, en tout cas dans le maintien de l'ordre. Il y a eu beaucoup de violence dans les quartiers populaires, beaucoup de personnes invisibles qui ont été maltraitées, qui ont été violentées, qui sont mortes du fait de la police, avec pratiquement aucune instruction judiciaire. En revanche, dans le maintien de l'ordre, on a vu la mort de Rémi Fraisse en 2014, bien évidemment, qui a, à mon avis, est le début de ce mouvement de répression généralisée et de transformation de l'état de droit. Avant Rémi Fraisse, on avait eu Malik Oussekine en 1986 et on avait eu également Viltal Michalon en 1977. Mais concrètement, il n'y avait pas eu autant que dans le mouvement des Gilets jaunes depuis les lois travail. Donc, il y a eu une accélération de la fréquence de la répression et des violences sur les manifestants et dans les quartiers populaires. Donc, concrètement, pour résumer ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous sommes définitivement passés dans un état d'exception, c'est-à-dire quelque chose qui n'est plus du droit commun, c'est-à-dire un état autoritaire. Et clairement, avec cette loi, on peut comprendre que c'est la police qui fait la loi. Elle avait déjà commencé à faire la loi pendant l'état d'urgence sanitaire, pendant le confinement précédent, puisque vous l'avez vu, c'est les policiers qui déterminaient la façon dont les personnes pouvaient être verbalisées pour un défaut d'attestation, ou bien pouvaient être même renvoyées devant un tribunal correctionnel. Ça a été le cas lorsqu'il y avait 3 défauts d'attestation successifs. Donc, concrètement, c'est la police aujourd'hui qui fait la loi. Jean-Marie Fauvergue, il ne faut pas l'oublier, c'est l'ancien patron du RAID, c'est lui qui est le promoteur de cette loi avec le ministère de l'Intérieur. C'est également une promesse d'Emmanuel Macron. Ils n'ont absolument aucune considération pour l'état de droit, pour nos libertés. Aujourd'hui, ce sont les citoyens, ce sont les journalistes qui sont visés, ce sont les vidéastes amateurs. Demain, ce sera finalement peut-être toute la population, comme ça fut déjà le cas d'ailleurs pendant le confinement, puisque toute la population a été assignée à résidence, concrètement. Donc voilà, on est en France. On pensait que c'était le pays des droits de l'homme. On nous a dit que c'était seulement le pays de la Déclaration des droits de l'homme. Aujourd'hui, même la Déclaration des droits de l'homme est déchirée. On voit à droite et à l'extrême droite un besoin de détruire la Constitution, de réduire encore plus notre cadre institutionnel. Je ne sais pas comment et jusqu'où ça va aller, mais il y a un moment où il faut dire stop. Et ce moment, il est peut-être venu avec cette loi qui a franchi un peu trop la ligne. Une question que j'ai vue dans les commentaires, en fait, qui est assez concrète. Les gens se demandent, en fait, si demain, ils étaient amenés notamment à filmer et diffuser ces images-là, qu'est-ce qu'elles ou ils risquaient pénalement ou pécuniairement? Alors, normalement, il y a un élément intentionnel dans la loi. Hein. Il faut le caractère malveillant. C'est-à-dire qu'il faut que la diffusion de l'image ait pour but l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique du fonctionnaire de police ou de la gendarmerie. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas arrêter des personnes même sans intention malveillante. Au contraire, c'est justement l'objectif de cette loi. C'est de pouvoir arrêter tous ceux qui seront en train de filmer, puisque le fonctionnaire de police qui sera en train d'être filmé pourra considérer que la personne fait un live ou une diffusion, pourra interpeller le journaliste, le vidéaste amateur, le passant qui est en train de filmer par exemple un contrôle aux faciès, par exemple un abus policier, par exemple une violence policière comme ce fut le cas pour Cédric Chouviat, comme ce fut le cas pour Geneviève Leguet, comme ce fut le cas pour beaucoup d'autres encore, et menotter et placer en garde à vue cette personne qui est en train de le filmer. Et après, il appartiendra, mais c'est longtemps après, au tribunal de déterminer si l'intention malveillante est présente. Donc, n'importe qui pourrait être visé. Je peux même dire que même ceux qui sont sur les réseaux sociaux, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux qui partagent la diffusion pourront également être interpellés. Il pourra également y avoir des censures en partenariat avec les réseaux sociaux qui pourront être contraints à censurer les images de fonctionnaires de police qui seront floutées, y compris lorsqu'il s'agira de violences policières. Donc, n'importe qui pourra être inquiété par la justice. Ça ne veut pas dire que tout le monde pourra être condamné. Mais
Le problème, c'est que devant un tribunal, l'intention de commettre, de porter atteinte à l'intégrité psychologique, c'est quelque chose d'extrêmement large, d'extrêmement flou. Donc, il suffit qu'un policier arrive et aille aux UMJ, c'est-à-dire les unités médico-judiciaires, dise « j'ai vu mon image sur les réseaux sociaux, je considère que j'ai eu un préjudice parce que je dors mal la nuit et donc on lui attribue un ITT et à partir de ce moment-là, le juge pourra très bien considérer que la simple diffusion porte atteinte à l'intégrité psychique et n'importe qui pourra être condamné de ce fait. Mais Arié, juste pour revenir sur quelque chose que tu disais qu'en gros, si demain un journaliste filmait une scène d'un policier, il pourrait se faire embarquer par rapport à ça. Parce qu'il y a le caractère notamment sur lequel, on va dire, la presse bourgeoise insiste beaucoup, c'est-à-dire simplement le fait de diffuser et que on se dit entre diffuser et ne serait-ce que même filmer, on pourrait à la limite flouter ou quoi que ce soit. Mais là, tu es en train de nous dire que également, demain, filmer une scène peut être interdit, quoi. Alors, ce n'est pas que ça peut être interdit, il n'y a que la diffusion qui est interdite. Le problème, c'est que le policier qui va se retrouver en face d'un téléphone portable ou d'une caméra, eh ben, il pourra très bien dire, moi je considère qu'on est en train de diffuser mon image puisqu'on est en train de faire un direct ou un live. Rappelez-vous, Jérôme Rodriguez, il a été visé par des armes, grenades ou le LBD, parce qu'il était en train de filmer les policiers. Cédric Chouviat, il a été tué parce qu'il filmait les policiers. Donc, qu'est-ce qui va empêcher demain les policiers d'interpeller n'importe quel journaliste ou n'importe quelle personne avec une caméra ou avec un téléphone portable en disant « Moi, je considère que vous me diffusez, je vous mets les menottes, je vous place en garde à vue et après, je laisse le juge déterminer si vous me diffusiez avec l'intention malveillante. Ce n'est pas à moi de le dire, je fais juste mon enquête, mais je vous menotte parce que je considère que je suis victime. » C'est ça le danger de cette loi et c'est ça que personne ne dit. Deux dernières questions pour moi, Arié, et je te libère. La première, c'est il y a un argument qui revient souvent, c'est celui notamment des policiers, d'être en danger, etc. On a entendu notamment dans la bouche de certains syndicalistes là, depuis quelques jours, sans jamais donner de chiffres, d'expliquer qu'ils ont des collègues qui se font menacer ou autre. Est-ce que toi, tu as pu un peu enquêter, on va dire, même si ce n'est pas ton métier en tant qu'avocat, mais est-ce que tu as pu un peu te renseigner du fait de ton positionnement, on va dire, pour dénoncer cette loi-là, sur ces dizaines de milliers de policiers qui, bizarrement, se font tous harceler et menacer dans la rue parce qu'on les a vus en photo matraquer les gens. Je dis ça pourquoi? Parce qu'on voit même, ne serait-ce que cette loi-là, sans exister, on a vu ne serait-ce que comment les policiers étaient cagoulés, sont de plus en plus cagoulés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même pour ne serait-ce qu'avoir un visage, avoir un RIO, etc., enfin, même les policiers se sont déjà auto-protégés depuis belle lurette. Est-ce que toi, tu as pu constater en fait ce que disent la police, à savoir comme quoi ils sont menacés maintenant à cause de la diffusion de ces images-là? Figure-toi qu'on a justement fait l'enquête, hein, puisque on entendait beaucoup de choses. On a d'ailleurs demandé à plusieurs journalistes qui ont eux-mêmes fait l'enquête. Ils ont demandé au ministère de l'Intérieur les chiffres, hein, des données chiffrées qui puissent justifier une telle loi, parce qu'il faut quand même établir la proportionnalité entre la protection des policiers et l'atteinte aux droits de la presse. Il faut qu'il y ait vraiment beaucoup de cas de policiers pour justifier une telle atteinte aux droits de la presse ou au droit de pouvoir filmer et de s'exprimer et du contrôle citoyen. Eh bien, le ministère de l'Intérieur a dit « nous n'avons aucune donnée ». Nous n'avons strictement aucune donnée. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé des mails à beaucoup de syndicats de police pour essayer de voir si eux-mêmes, en tant que syndicats, ils défendaient des policiers syndiqués qui avaient été victimes de diffusion de leur image sur les réseaux sociaux, qui avaient donné lieu soit à un harcèlement, soit carrément à une agression à leur domicile. Là aussi, aucune réponse. Et à chaque fois qu'on est dans des débats avec des délégués de syndicats ou des délégués de syndicats sur les plateaux, ils ne donnent aucun élément pour permettre de déterminer s'il y a vraiment un risque ou s'il y a eu beaucoup de cas. Donc, c'est assez dingue. Ce d'autant plus, et ça, c'est vraiment très important pour en finir avec cette loi, en tout cas de manière intellectuelle, parce que ça n'a rien de rationnel, c'est juste une volonté de réprimer et d'empêcher et de donner une immunité aux policiers lorsqu'ils commettent des abus, cette loi. Ça n'est que ça. Mais pour en finir, dans la loi, vous avez plusieurs dispositions et plusieurs infractions qui peuvent protéger déjà les policiers. Vous avez d'abord la provocation à la commission d'un crime ou d'un délit. Ça peut être réprimé jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. C'est dans la loi de 1881, c'est-à-dire la même loi dans laquelle le article 24 va figurer.
Vous avez les menaces de mort ou de commettre n'importe quel délit d'ailleurs ou n'importe quel crime. Là aussi, c'est sanctionné pénalement. Vous avez également le cyberharcèlement, justement ce dont on parle en permanence, le fait de cyberharceler des policiers dont l'image serait diffusée sur les réseaux. Là aussi, c'est sanctionné pénalement, pratiquement jusqu'à 3 ans d'emprisonnement, sauf erreur de ma part. Donc, ce n'est pas une question de protéger, puisque le délit qu'on veut instaurer, il va s'appliquer a posteriori, normalement, hein, c'est-à-dire après que le harcèlement ou l'agression ait été établi sur les réseaux sociaux ou au domicile de la personne. Il va s'appliquer de la même manière que ces 3 délits que je viens de dire. Simplement, la problématique, si vraiment il y a des menaces sur les policiers, eh ben, il suffit d'appliquer la loi qui existe déjà. Et il suffit de mettre les moyens pour faire condamner des personnes qui commettent des délits ou des infractions contre les fonctionnaires de police sur les réseaux sociaux ou en allant les chercher chez eux. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout la volonté du gouvernement. C'est un article clientéliste qui va permettre aux policiers d'empêcher de filmer. C'est le seul objectif de ce texte. Une toute dernière question, peut-être pour conclure. On sait que tu es l'avocat également de Cédric Chouviat et on sait même lorsqu'il y a des caméras, à quel point c'est difficile aujourd'hui, même en tant qu'avocat ou avocate, de pouvoir faire condamner des policiers. On voit ne serait-ce que dans les cas les plus connus, en fait, à quel point parfois il n'y a même pas de procès, et les fois où il y a un procès, en fait, c'est toujours un non-lieu qui en ressort. C'est quoi un peu ta vision, toi, en tant qu'avocat aux côtés de ces familles-là de victimes de violences policières, parfois uniquement sur des faits de violence et parfois sur des meurtres, comme ça peut être le cas de Cédric Chouviat. C'est quoi ta vision en tant qu'avocat sur ce tournant-là, en fait, demain, en tant qu'avocat et tes clients, comment tu vas faire demain lorsqu'on sait Cédric Chouviat, par exemple, ça a été notamment un appel à témoins de mémoire qui a été effectué sur les réseaux sociaux pour pouvoir obtenir les vidéos. On sait que là, si déjà les policiers interdisent de filmer et en plus de ça, il y a une loi pour pouvoir les diffuser, comment toi, demain, en tant qu'avocat, sur ces conditions-là, tu pourras essayer de les défendre? Alors concrètement, l'évolution des violences policières, moi je l'ai connue sur les 17 ans qui viennent de s'écouler. J'étais avocat il y a 17 ans, hein. J'ai commencé déjà à faire pas mal de violences policières dans les quartiers. C'était là-bas que les violences policières étaient les plus nombreuses. À l'époque, il était impossible, strictement impossible d'obtenir une condamnation de policier. C'était très rare. Pourquoi? Parce que l'institution judiciaire n'y croyait pas, ne voulait pas et parce qu'il n'y avait pas de preuves. Ça a évolué avec les téléphones portables. Finalement, le paradoxe, c'est que la surveillance généralisée s'est aussi retournée contre le pouvoir grâce aux téléphones qui sont devenus un contre-pouvoir. Et donc, on a pu avoir énormément de vidéos de violences policières, ce qui a permis des ouvertures d'enquête. Donc, l'institution judiciaire qui était un petit peu timorée là-dessus parce qu'il n'y avait pas de preuves, elle a ouvert de plus en plus d'enquêtes. Le dossier de Cédric Chouviat, le dossier de Geneviève Leguet, le dossier du Burger King et de nombreux dossiers. Samir, ce jeune homme, ce monsieur qui a été insulté de bico à l'île Saint-Denis par des policiers, ça aussi, c'est grâce à une vidéo. Donc la vidéo a débloqué finalement le caractère probatoire, c'est-à-dire l'obtention de la preuve dans les violences policières. Qu'est-ce qui va se passer demain ? Parce que jusqu'à aujourd'hui, on a pu obtenir des ouvertures d'enquête grâce aux vidéos ou à des appels à témoignages, notamment dans le dossier de Cédric Chouviat et de Geneviève Leguet. On a même pu montrer que l'État mentait systématiquement lorsqu'il y avait des violences policières en protégeant les policiers. Il suffit de voir dans Geneviève Leguet, le procureur de la République avait menti en disant que Geneviève n'avait pas été poussée. Emmanuel Macron, le président de la République lui-même, a menti en disant qu'elle n'avait pas été poussée et c'est grâce aux vidéos qu'on a pu prouver le contraire alors qu'il savait depuis le départ qu'elle avait été poussée par des policiers. Pareil pour Cédric Chouviat, la version de la préfecture de police était de dire il y a un simple malaise cardiaque alors que dès l'origine, il savait qu'on l'avait étranglé, qu'on lui avait fracturé le larynx et qu'on l'avait laissé mort sur la rue. Donc demain, comment ça va se passer? Demain, moi, je vais continuer. Je vais le dire clairement, hein. Même s'il y a un risque qui pèse sur moi en tant qu'avocat parce que je vais diffuser des images ou des appels à témoignages, je continuerai à diffuser ces images ou ces témoignages. On risquera, dans certains cas, une désobéissance civile, mais on continuera. Et il faudra que tout le monde continue s'agissant de ce texte parce que nous sommes protégés par le droit international. Nous sommes protégés par l'ONU, pour le coup. On a les casques bleus derrière nous pour pouvoir continuer à utiliser nos téléphones. Mais ouais, on a vraiment le droit international pour nous.
ils viennent de rappeler à l'ordre sévèrement la France en disant où est-ce que vous allez? Vous faites n'importe quoi, les gars. Et donc, on a Tu le penses droit que ça va faire international. reculer la France, ça, le gouvernement? Non, non, ils vont Moi, j'y pense voter pas cette non plus. loi et la seule chance, seule chance qu'on puisse avoir, c'est devant le Conseil constitutionnel si on continue la mobilisation jusqu'au vote et jusque devant, sous les fenêtres du Conseil constitutionnel. Il faudra qu'on soit sous les fenêtres du Conseil constitutionnel parce que demain, c'est un autre régime qu'on nous propose si ça passe. Bah, je te laisse du coup la conclusion très rapide. Arié, est-ce que tu peux nous rappeler les dates, les prochaines échéances qui sont prévues et aussi essayer de donner peut-être une temporalité aux gens de cette loi, comment elle va passer entre l'Assemblée, le Sénat, etc. Il y en a pour combien de temps? Ouais, bah, le débat, il a commencé il y a à peu près 1 heure. Ils ont attendu qu'on soit évacué de la place Édouard Herriot. On risque d'avoir une discussion sur les articles 21 et 22, c'est-à-dire les drones et la reconnaissance et le drone, reconnaissance faciale et centralisation des images entre demain et après-demain. Et probablement jeudi soir, discussion de l'article 24. Il faudra être présent, il faudra tambouriner. Et peut-être que cette loi va être votée entre samedi, peut-être lundi. Et à partir de ce moment-là, il faudra attaquer sur l'autre partie du Parlement, c'est-à-dire le Sénat, puisque ça va quand même passer au Sénat. Donc, on a encore un moment, on a une grosse mobilisation à avoir demain pour ne pas tomber définitivement dans un état de police. C'est vraiment l'enjeu, empêcher la France de tomber dans l'état de police. Merci énormément, Arié Halimi, avocat au barreau de Paris, qui nous a éclairé réellement sur les enjeux, notamment de cette loi, sur le fond de cette loi. Je tiens à te remercier. Il y a énormément de commentaires de personnes sur Facebook. Il y a déjà plus de 600 personnes qui, notamment, te remercient pour les éclaircissements, notamment par rapport à cette loi-là, parce que c'est vrai que personne n'en parle. Si on ne regarde pas quelques lives sur Internet ou si on ne regarde pas les quelques tribunes qui peuvent sortir ici et là, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas une vraie communication de la part des médias bourgeois. Donc, je te remercie énormément au nom des… Je voulais juste préciser une dernière Arié. petite chose. Je voulais Vas-y. préciser quand même que le rassemblement, il a été organisé, enfin la première partie du rassemblement a été organisée par toute la presse de France, tous les syndicats de la presse, mais également par la Ligue des droits de l'homme à laquelle j'appartiens. Et voilà, on a besoin d'aide à la Ligue des droits de l'homme pour pouvoir continuer les combats. Ça fait depuis 1898 qu'on existe et on continuera à protéger nos libertés. Merci énormément, Arié. Bonne soirée à toi. On va enchaîner sans transition, si je puis dire, avec Mahamadou Camara. Mahamadou Camara, vous avez déjà vu très certainement son visage. C'est un des membres de la famille Camara. La famille Camara, c'est celle qui a perdu Gaye Camara il y a 2 ans maintenant à Épinay-sur-Seine, qui est mort d'une balle dans la tête il y a 2 ans maintenant, tué par la police d'Épinay-sur-Seine. On va revenir avec Gaye le temps que Arnaud le mette en ligne avec moi, et on va revenir avec Gaye déjà d'une part sur l'avancée de l'action de la famille Camara pour demander justice et vérité pour Gaye Camara, mais également de savoir en tant que membre d'une famille dans laquelle il y a eu un meurtre sous les mains de la police, en fait, comment Mahamadou Camara considère aussi cette loi qui demain est une attaque supplémentaire en fait vis-à-vis des futures victimes de la répression policière. Salut à toi, Mahamadou. Merci pour l'invitation, merci à tous. Bonsoir à tous. Je t'en prie, bienvenue à toi. Est-ce que tu peux peut-être en quelques mots réexpliquer la mort de ton frère il y a 2 ans maintenant à Épinay-sur-Seine? Bon, la mort de mon frère, bon, je me présente, je m'appelle Camara Mahamadou. Je suis le grand frère à Gaye. Mon petit frère a été assassiné dans la nuit du 16 au 17 janvier par la police d'Épinay-sur-Seine. Ils ont tiré à 8 reprises dans le véhicule à mon petit frère. Et malheureusement, mon petit frère a pris une balle dans la tête, côté gauche létale. Mais dans tout ça, en fait, il y a une histoire de voiture qui a été volée, mais il n'était pas impliqué dans le vol de véhicule parce qu'il n'était pas sur le territoire français. Gaye était en vacances, il est rentré lundi soir. Il s'est réveillé le matin, il est parti faire sa vie, il est parti voir ma belle-sœur qui avait accouché. Le soir, un ami à lui et Gaye ont déposé ce véhicule à Épinay-sur-Seine. Après avoir déposé ce véhicule à Épinay-sur-Seine, ils sont partis récupérer mon petit cousin à Argenteuil. Gaye était dans son véhicule, il faut bien le préciser. Gaye n'était pas dans un véhicule volé. Gaye était dans son véhicule
Et après avoir récupéré mon petit cousin à Argenteuil, ils sont revenus sur les lieux. Et l'ami en question qui devait récupérer le véhicule, Gaï l'a déposé devant le véhicule. Après que Gaï a déposé cet ami-là devant le véhicule, cet ami-là, les policiers les attendaient sur les lieux. Donc, il n'y avait pas de barrage déjà. Parce qu'ils étaient en plan, qu'ils les attendaient sur les lieux. Et cet ami-là, quand il allait récupérer le véhicule, il s'est fait interpeller par la police. Mon petit frère, après l'avoir déposé, il partait. Et c'est là que les policiers ont surgi. Ils ont commencé à lui dire arrêtez-vous. Bon, il a eu peur, il a voulu partir. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas laissé partir. Ils ont tiré à 8 reprises dans le véhicule à Gaï. Il y a 2 policiers derrière qui ont tiré et il y en a un autre qui a tiré en face. Mais dans tout ça, le problème de ce qui se pose, c'est que dans tout ça, quand ils ont tué Gaï, après ça, ils ont appelé le SAMU. Quand ils ont appelé le SAMU, ils ont déposé Gaï à l'hôpital de la rue Boisière sous X, alors qu'ils avaient son permis de conduire, sa carte d'identité, son assurance de voiture. Nous, on a été prévenus 14 heures après. Et comment on a été prévenus, c'est le préfet de Seine-Saint-Denis qui a appelé le maire de notre ville, qui s'appelle Motalé. On la remercie parce qu'elle nous a vraiment aidé dans notre combat et elle nous aide encore aujourd'hui. Et ce maire-là aussi, elle a appelé un président d'association parce qu'on est des confessions musulmanes. Et ce président-là n'a pas eu aussi le courage de nous appeler. Il a appelé un ami à Gaï. Et c'est ça. Il a Gaï qui m'a appelé pour me dire que Gaï a un problème, on ne sait pas c'est où. Et là, moi je revenais du travail, j'étais couché, et je dis, il faut savoir c'est où. Et là, on m'appelle à 16, il me rappelle vers 15h, il me dit, Mamad, il faut que tu sortes, il faut que tu viennes, il y a un grave problème. Et ça s'est passé à Épinay-sur, on ne sait pas ça s'est passé où, mais Gaï, je pense que Gaï s'est fait tirer dessus par la police, on ne sait pas, je dis, c'est pas possible, Gaï est rentré hier soir. Et là, c'est là qu'on a su. Et là, les amis à Gaï, ils sont partis dans un commissariat proche de chez nous à Noisiel. Et ils ont dit, nous, si vous ne dites pas où ça s'est passé, on va tout déracher, on va tout casser. Et ça ne va pas se passer comme ça, vous avez trop fait. Et là, la police à Noiselle, ils ont commencé à avoir un peu peur. Ils ont dit, vas-y, il faut qu'on leur dise, parce que si les gens commencent à se rassembler à Champs-sur-Marne, et Noiselle, tout va péter. Donc, ils nous ont dit, et nous, on est passé là, on est parti. Mais aujourd'hui, moi, je vous le dis clairement, il faut aller à la désobéissance civile. Comme Maître l'a dit, il ne faut pas accepter cette loi. Parce que pour vous dire, à Épinay-sur-Seine, c'est une ville qui est remplie de caméras. Notre avocat, Maître Yassine Bouzrou, a demandé les caméras. Ils ont dit que les caméras, il faisait nuit, il pleuvait, on pouvait pas, ils veulent pas donner les caméras, comme dans l'affaire Ibrahim Abba. Aujourd'hui, le seul moyen pour protéger la population face, parce que pour moi, j'appelle plus ça des gardiens de la paix. Moi, c'est des forces de l'ordre face à cette milice. Et je vais le dire clairement, je vais être dur. Face à cette milice, ou dans cette milice, il y a des fascistes, parce qu'il faut le dire. Les personnes qui sont dans la police aujourd'hui, les syndicats de police, c'est des personnes qui votent l'extrême droite, majoritairement. Donc, arrivé à un moment, il faut qu'on se dise des vérités. Nous, on meurt dans la main de la police française, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui que des Noirs et des Arabes se font tuer par la police française. Mais malheureusement, quand on ferme les yeux face à 50 ans de violence policière, il faut que vous sachiez que le boomerang, il revient toujours. Aujourd'hui, des Français sont touchés. Des Français de peau blanche sont touchés. Des Français de noir, blanc, jaune sont touchés. Donc, nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? C'est de faire comprendre aux gens que moi, j'appelle déjà toutes les familles de victimes de se réunir et quand il y a une mobilisation face à ce fléau, de sortir. C'est seulement comme ça qu'on pourra faire reculer le gouvernement. On est face à un gouvernement, on est face à des dirigeants irresponsables. Vous comprenez? Aujourd'hui, moi, je milite contre les violences policières, mais pas que contre les violences policières, contre toute forme de violence. On est dans l'obligation de s'organiser. C'est comme ça qu'on a réussi, nous, à s'organiser dans notre ville. Et tu vois ce lien-là, toi, Mamadou, tu vois ce lien-là de plus en plus entre les inégalités sociales et raciales, entre ceux qui sont dans le camp, on va dire, de la classe dominante et ceux qui subissent au quotidien, notamment que ce soit pendant la crise sanitaire. On voit à quel point, ne serait-ce que dans nos quartiers, dans les banlieues, en fait, comment les gens, ils ont été laissés à l'abandon, dans lesquels il y a de plus en plus de chômage, dans lesquels il y a des fils, des centaines de mètres de queue pour essayer de récupérer un pack de lait, un pack d'eau, etc., etc. Est-ce que toi, tout ça, tu l'as pris, tu l'as vu avec la mort de Gaï, à savoir avec cette riposte, c'est-à-dire de voir en fait qu'il y a un pot de fer, comme on dit, en face de nous. Est-ce que tout ça, tu en as pris conscience avec le temps en fait de ce rapport-là, on va dire, cette séparation, cet antagonisme de classe, si je pouvais dire? Moi, je vais te dire, on va aller clairement. Moi, je vais te dire, on n'est pas contre la police, il faut bien le dire, mais on est contre l'injustice. Vous savez, la France se permet de donner des leçons de morale aux autres pays. Mais quand un noir, un arabe ou un jaune maintenant, parce que tout le monde est touché, se fait tuer, la France, l'État, la justice,
les juges d'instruction sont prêts à protéger des assassins. Et ça, il n'est pas acceptable dans un pays de droit. La peine de mort, elle a été abolie en 1981. Donc, aucun policier n'a le droit d'ôter la vie de quelqu'un. Mon petit frère n'était pas armé, il était dans son véhicule, il n'était pas dans un véhicule volé. Il y a d'autres moyens d'arrêter un véhicule sans lui tirer dessus. À 8 reprises en plus. Et en plus, quand on vise le haut, c'est pas pour arrêter la personne qui fait pour tuer. Ils sont partis pour le tuer et ils l'ont tué. Maintenant, nous, les familles de victimes et toutes les personnes qui subissent les violences policières, on est dans l'obligation de s'organiser. Parce que, écoutez, moi, je vais être clair. Moi, je ne laisserai plus à personne venir parler des histoires, de nos histoires. Parce que ça fait 50 ans qu'on le vit. Il y a des personnes qui sont battues. Moi, je remercie le MIB, toutes les personnes qui se sont battues pour que nous, aujourd'hui, on puisse exister. Parce qu'il faut dire, il y a eu des luttes. Et ça, il faut toujours le dire. Je remercie aussi, franchement, Mathieu Rigouche, j'ai beaucoup aimé. J'avais fait une intervention avec lui. Et franchement, j'ai appris beaucoup de choses sur la police française grâce à Mathieu Rigouche. Et surtout, une personne qu'il faut remercier, c'est notre papy à tous, Maurice Rachpuch. Il faut le remercier. Même s'il n'est plus là, c'est que c'est une personne qui s'est battue contre ces inégalités. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, moi je vais être clair, beaucoup pensent que l'État attaque certaines populations parce qu'ils ont peur. Moi je vais vous dire clairement, parce qu'on s'organise aujourd'hui. On est arrivé à un moment, on a dit quoi? C'est fini, stop. Moi je le dis. Les politiques, je ne vais pas en faire une généralité parce que moi, je ne vais jamais généraliser. Mais la politique, les politiciens français ont échoué à la gestion de ce pays. Il faut le dire. Ils ont échoué de haut en bas. Que ce soit de gauche, comme de droite, comme d'extrême. Pour moi, ils ont échoué. Excusez-moi du terme. Moi, je suis beaucoup de choses depuis tout ce qui arrive actuellement. Nous, on ne cautionne pas la violence, on ne cautionne pas les meurtres. Parce que déjà, pour moi, la vie, elle est sacrée. Maintenant, il faut vous dire que toute personne qui accepte qu'un jeune se fasse tuer dans les mains de la police, bah, faut pas oublier que cette personne-là peut subir aussi ce que nous, on a subi. Moi, aujourd'hui, si je suis devenu un militant contre les violences policières et contre toute forme de violence dans nos quartiers, c'est pour que ce que je subis, la souffrance que je subis, la tristesse que j'ai dans le cœur quand je me lève le matin, quand je vais travailler avec les larmes aux yeux, mais je ne le dis pas aux gens parce que je suis obligé de garder le courage parce que même ma mère elle a besoin de moi, mes parents ils ont besoin de moi, mes frères et soeurs ont besoin de moi, tout mon entourage a besoin de moi, tous les amis de mon frère ont besoin de moi, toutes les personnes qui nous tiennent ont besoin de moi, donc je suis obligé de montrer aux gens qu'on va se battre. Moi je le dis, c'est une question de vie ou de mort. Aujourd'hui, il faut le dire, c'est une question de vie ou de mort. Le combat qu'on doit mener, c'est soit il y a des gens qui vont mourir et que l'État va reculer, ou bien soit on partira. Moi, je ne veux pas, mais ce qu'ils veulent, c'est la guerre civile. Parce que, excusez-moi du terme, quand des députés, des ministres appellent des citoyens à prendre les armes, ils veulent qu'on aille à la guerre civile. Et aucun, écoutez-moi bien, normalement, Macron, ce président qui est soi-disant le président de tous les Français, devrait prendre position quand des députés appellent au meurtre. Parce que c'est un appel à prendre les armes, c'est un appel au meurtre. Il faut le dire. Et si ça aurait été un jeune de banlieue ou un jeune issu de l'immigration qui aurait dit ça, on lui aurait envoyé le raid, on lui aurait envoyé tout ça. Et ça, c'est pas normal dans un pays de droit. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est s'organiser entre nous, tous ensemble. Comme on dit, ils veulent diviser pour mieux régner. Moi, je le dis souvent, il n'y a pas de différence de couleur, que tu sois blanc ou jaune, quand je m'en fous de la couleur. Que tu sois noir, que tu sois musulman, chrétien ou athée, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est la vie humaine. C'est ce que moi, ma famille a subi. Je veux que plus personne le subisse en France. Et ce combat-là, il faut le mener tous ensemble. Et l'État, il va reculer si on sort dehors. Si on est des milliers de personnes à lui montrer que c'est fini, on n'est plus les moutons, bah vous allez voir qu'ils vont comprendre que c'est fini. Mais là, nous, on doit faire en sorte de s'organiser entre nous et dire les vérités à ce gouvernement. Et je ne vous mens pas, moi, je m'en veux un peu de ce qui est arrivé en France parce que je vais vous dire, je vais être dur envers moi-même parce que j'ai voté pour Hollande. Il y a une loi qui a été votée en 2017 qui permet aux policiers de tirer à 2012. Et ça, j'ai participé, je suis parti prendre j'ai pris un bulletin, j'ai voté pour Hollande. Et c'est ce gouvernement-là qui a fait passer cette loi-là. C'est pour ça que mon frère a été assassiné. Donc indirectement, j'ai participé au meurtre de mon frère. Et pour moi, il est plus acceptable de suivre des partis politiques qui ne disent pas des vérités. Et une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, bah, je suis désolé, ils nous prennent pour la chair à canon. Et moi ça, je l'accepterai plus. Maintenant, il faut s'organiser.
Et toutes les personnes qui vont intervenir aujourd'hui, moi, honnêtement, moi, je vous remercie tous. Parce que là, moi, je vous le dis clairement, le 2 juin et le 13 juin, on leur a montré qu'on était capable de s'organiser. Et ça, ils n'arrivent pas à voir des gens s'organiser. Parce que pourquoi nous, ici, l'immigration, parce que moi, je suis issu de l'immigration. Je ne vais jamais renier mes parents. Je ne vais jamais renier mon existence. Je ne vais jamais renier mes ancêtres pour dire oui, vive la France. La France nous demande à dire à nous de dire vive la France. Mais quand on ramène la Coupe du Monde, quand on ramène des trophées, oui, on est des bons Français. Mais quand on commet une simple erreur, bah, ils vont nous dire d'où on vient. C'est ça la réalité. Pourquoi? Parce qu'ils ont encore cette mentalité colonialiste. Et ça, il faut le dire. Guy, une dernière question par rapport à la tribune. Là, on sait que Vivolé, notamment, et le collectif Justice pour Ibo, vous avez signé une tribune justement pour dénoncer cette loi de sécurité globale, notamment par rapport à l'interdiction de pouvoir diffuser, filmer aussi en réalité, parce que si on ne peut plus diffuser, demain, comme disait Arié, on va interdire un live, on va interdire un certain nombre de caméramans et autres. On va trier sur le volet ceux qui risquent pas de filmer des violences policières. On sait que vous avez signé cette tribune-là. Qu'est-ce que ça veut dire aussi le fait de dénoncer et d'attaquer aussi en tant que famille de victimes des violences policières cette loi-là et de la dénoncer publiquement? Parce qu'en fait, c'est la seule chose, c'est le seul moyen aujourd'hui qui nous permet à nous d'être protégés. Et donc, on est dans l'obligation de pas se taire, en fait. C'est le seul moyen aujourd'hui de prouver que quand les policiers commettent des erreurs, bah, si on n'a pas de vidéo, bah, on ne pourra pas s'en sortir parce qu'ils vont mentir. Vous vous imaginez dans un pays de droit qui se dit droit, les juges d'instruction et tout le système judiciaire serait prêt à protéger des assassins. Donc moi, si demain je tue quelqu'un, bah, moi je vais en prison. Je suis désolé. Donc pourquoi un policier, quand il a commis une erreur, il n'est pas condamné à la hauteur de son acte? On demande pas, nous, on n'a pas demandé la vengeance. Hein. Moi, pour moi, vous savez, je vais vous dire quelque chose de très. Le policier qui a tué mon frère, je lui souhaite une longue vie. Parce que j'espère qu'il va vivre avec ça toute sa vie. Et qui racontera à ses enfants qu'il a ôté la vie d'un jeune qui n'avait même pas participé et qui n'avait rien fait. Et que maintenant, j'espère un jour que cette conscience-là, ça va le trotter. J'espère qu'il vivra 100 ans même pour lui faire comprendre que ça, il a commis une grosse erreur d'avoir tué Gaël. Et je vous le dis, le combat de mon frère, ça, c'est un combat, je vais y laisser ma vie. S'il faut mourir, je vais mourir. C'est tout. Parce qu'aujourd'hui, si on tue, demain c'est mes enfants qui vont subir. Demain, j'ai des enfants. J'ai 4 enfants. Vous savez, mon fils, il va avoir 5 ans. Quand Gaël est mort il y a 2 ans. Il avait 2 ans. Il m'a dit, il a dit, papa, pourquoi la police ont tué mon tonton? Les policiers sont méchants. J'étais obligé de dire non, ne dis pas ça. Tous les policiers ne sont pas méchants. Mais pour moi, ce combat-là, si je ne le mène pas, demain, mes enfants ils vont demander qu'est-ce que j'ai fait pour ce combat. Et pour ça, je pourrais y laisser ma vie. Maintenant, le seul, c'est quoi? Moi, on va pas aller trop. C'est que, Anas, ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est très important. Franchement, je vous remercie. Je remercie toutes les personnes qui ont participé. Parce que moi, je ne vous mens pas, je ne cherche pas à être connu. Je m'en fous de ce match vu. Je ne cherche pas à être connu. Moi, je veux qu'on soit unis pour que le gouvernement comprenne. Ah, ça, elle avait dit une parole un jour. Elle m'avait dit quoi? Elle avait dit un refus de justice, c'est un appel à la révolte. Moi, je dis un refus de justice, c'est un appel à la guerre civile. Parce que je vais dire juste une anecdote. J'ai parlé avec un jeune de mon quartier. Allez vous asseoir. J'ai parlé avec un jeune. Allez dans votre chambre. J'ai parlé avec un jeune de mon quartier. On a les mêmes enfants. Hein. On a tous les mêmes enfants. Et ce jeune-là, il est venu me voir en pleurant. Il me dit, maman, on va faire quoi pour le décès au petit frère? Je lui dis, tu veux faire quoi? Il pleure, il me dit, oui, donc il ne va rien se passer. Ils viennent, ils nous tuent, donc on va rester les bras croisés. Je lui dis, mais tu veux faire quoi? Je lui dis, tu vas prendre une arme, tu vas aller tuer quelqu'un, tu vas te mettre à la même place, ces gens-là. Ne leur donne pas cette chance-là. Ne fais pas ça. Tu pleures, bah, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? On va s'organiser. Il faut te battre. Prouver qu'on est capable de s'organiser et prouver qu'on est capable que nos enfants, ça ne va pas être des délinquants, nos enfants. Et pour dire, dès le plus jeune âge, nous, on est même à l'école, vous allez voir. Ils nous parlent ils nous disent quoi? L'égalité. Mais l'égalité, elle n'existe pas. Allez dans nos écoles, dans nos quartiers, vous allez voir, c'est même pas des écoles. C'est limite, pour moi, nos enfants, ils vont à l'école pour apprendre, mais ils n'apprennent pas. Faut arrêter. On est 35 dans une classe, excusez-moi le terme, on va apprendre quoi?
Arrive un moment, c'est tout le système qu'il faut changer. Excusez-moi du terme, hein, mais les hommes politiques là, qui sont là en train de brailler à chaque fois, oui, la racaille, la racaille. Mais excusez-moi du terme, les jeunes, ils ont besoin de travailler, ils veulent travailler. Proposez-leur des choses. Vous investissez des milliards dans la sécurité, mais les milliards que vous investissez dans la sécurité, investissez-les dans la jeunesse. Les hommes politiques, même les maires des villes, moi je suis désolé, tout le monde a une grande part de responsabilité. J'avais fait une intervention dans 94 à Bonneuil, moi je l'ai dit, moi je suis un grand frère, j'ai 36 ans. Je ne suis pas un ancien, j'ai que 36 ans. Mais j'ai commis quand même des erreurs dans ma vie, mais ce n'est pas pour autant que j'ai été un délinquant. Je me suis battu pour arriver à ce que je suis aujourd'hui, je suis travailleur indépendant, je travaille à mon compte et j'en suis fier. Et ce n'est pas pour autant que j'ai fait des erreurs. Mais ces erreurs-là, je les ai payées, mais on ne m'a pas tué. Donc arrivé à un moment, nos enfants, ils ont besoin qu'on les aide. Mais dans nos villes, il faut que nous, les grands frères, on prenne nos responsabilités, les parents prennent les responsabilités et les élus de la ville prennent les responsabilités. Comment se fait-il que dans une ville, quand les élections arrivent, tous les élus, ils sont là, mais une fois qu'ils sont passés, plus personne ne les connaît, les élus. Donc, arrivé à un moment, moi je suis désolé, chacun doit prendre sa part de responsabilité. On vit en France, on n'est pas là par hasard. La France, elle a une histoire. La France, elle a une histoire. Nos grands-parents se sont battus pour que cette France devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Mon père, il a travaillé toute sa vie, il a fait 42 ans en France, il n'a jamais eu de problème. Et je vais vous dire un truc, nous, on a été bien éduqués. Il y a des fois, on n'a pas écouté, mais nos parents, ils nous ont très, très bien éduqués. Et personne ne mettra cette faute-là sur nos parents. Parce que quand vous créez des ghettos et vous laissez des gens crever là-bas, il ne faut pas vous étonner que ces gens-là, ils veulent chercher de l'argent. Les jeunes, ils veulent de la maille. Moi, je le dis clairement. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent réussir dans la vie. Donc, faites en sorte de les aider à qu'ils réussissent dans la vie et qu'ils arrêtent de galérer dans les quartiers. Et là, vous allez voir que ça va changer. Mais le changement, c'est nous qui allons le faire. Guy, merci énormément frérot pour ton message poignant et qui franchement il y a énormément de commentaires sur Facebook de personnes qui disent au-delà de force à toi mais force à toute la famille Camara pour obtenir justice et vérité pour Guy. Vraiment c'est un message qui vient du cœur et ça se voit et ça doit percuter, ça doit faire percuter tout le monde. Et moi je le dis, Guy je le connais, il était là en 2018 aux côtés notamment des Gilets jaunes, il était là aussi avec nous, avec les cheminots, etc., avec le comité Adama. Il a été de toutes les luttes, il a manifesté aux côtés des Gilets jaunes parce que les personnes comme Guy, comme Assa et comme d'autres, en fait, ce sont des personnes qui sont de la trempe de celles et ceux qui ont compris et qui ont conscience, en fait, que la lutte, elle se fait toutes et tous ensemble, en fait. Elle se fait notamment par en bas, par celles et ceux qui sont exploités et opprimés, en fait, par cette société en réalité. Et nous, on le dit, on le répète, on est sur révolution permanente. Lorsqu'on parle de médias du bon côté de la barricade, c'est parce qu'on sait très bien que celles et ceux qui sont exploités, opprimés aujourd'hui, ce sont les personnes qui sont issues de la classe ouvrière en fait, et notamment qui vivent encore plus. On voit les personnes dites racisées, c'est-à-dire celles et ceux qui sont qui vivent dans les quartiers populaires, qui aujourd'hui subissent le plus lourd tribut, notamment dans des périodes dans lesquelles il y a des crises importantes et des crises sanitaires et des crises économiques. Ne serait-ce que un parallèle, mais pour voir par exemple, il y a un SDF là, Ibrahima, qui est passé dans un reportage sur M6 il y a quelques jours, en fait, qui a bouleversé, j'ai envie de dire, toute la France en entier, en fait, par son témoignage où il expliquait qu'il avait perdu son emploi et du coup, il avait perdu aussi son logement. Il s'est retrouvé dans la rue à 56 ans, à quelques années de la retraite et au final que aussi sa couleur de peau, elle jouait notamment dans le fait d'avoir perdu toutes ces choses-là et de se retrouver à la rue. Et c'est ça la réalité. C'est pour ça que je salue le message de Guy Camara. Je te remercie, frérot. J'ai un dernier mot. Vas-y, Guy. On a le procès en appel le 15 décembre au palais de justice de Cité. Le procès en appel le 15 décembre au palais de justice de Cité. Suivez nos réseaux sociaux. On n'a pas encore l'heure, mais on va diffuser ça sur notre page Facebook, notre Insta et tous les réseaux sociaux qu'on a. Et le 15 décembre au palais de justice de Cité. Venez nombreux, s'il vous plaît, parce que ce combat-là ne doit pas rester impuni. On ne peut pas aller sur un non-lieu, sur un meurtre. On ne peut pas aller sur un non-lieu. Ce n'est pas possible. Je ne l'accepterai pas. On ne peut pas aller sur un non-lieu. Merci à vous. Merci Mamadou. Merci à Maître Alimi, parce que franchement, honnêtement, il faut dire qu'il y a des avocats aujourd'hui qui ont le courage de dénoncer et qui ont le courage de faire en sorte que les choses avancent. Et il faut les remercier aussi. Et merci à vous tous. Le combat, il continue. On ne lâchera pas. Comme on dit, on ne lâchera pas. C'est le combat d'une vie. Merci les gars. On est ensemble. Merci Mamadou. C'était Mamadou Camara, le grand frère de Guy Camara, assassiné d'une balle dans la tête
en 2018 par la police d'Épinay-sur-Seine qui était en direct avec nous sur ce live de Révolution Permanente. Les amis, merci. Vous êtes très nombreuses et très nombreux ce soir encore. Déjà depuis 18 heures, vous étiez connectés sur ce live en direct de l'Assemblée nationale et on va dire des actes à ce live-là, il n'y a qu'un pas, c'est-à-dire on vous a montré les images et notamment ces nombreuses prises de parole devant l'Assemblée nationale. Et ce soir, ensemble avec nos invités, on essaye d'avancer un peu plus dans le détail et notamment dans la nécessité de dénoncer cette loi. Et vous savez, Révolution Permanente, c'est votre média du bon côté de la barricade et notamment, on va essayer d'informer sur énormément de choses. On parlait notamment de ces jeunes des quartiers populaires, de ces personnes dites racisées qui sont victimes du racisme aujourd'hui dans la société. Et notamment, ce jeudi 19 novembre, il y a une table ronde qui est assez exceptionnelle sur le thème de l'islamophobie et notamment de ce terme-là qui commence à sortir de plus en plus, à savoir l'islamo-gauchisme, la soi-disant alliance entre la gauche et l'islam politique. Et notamment, on sera avec Françoise Vergès, Thomas Deltombe, Saïd Bouhamama, et Ludivine Bantini et moi-même dans cette table ronde pour justement parler de la situation. On va revenir sur la mort horrible de Samuel Paty, mais également de l'attentat qu'il y a eu à Nice, en Autriche et à Kaboul et partout, en fait, de cette montée notamment des actes terroristes, mais également de parler aussi de cette responsabilité dans ces attentats de la part des différents politiques, en fait, de ces alliances où certains parlent notamment d'alliances avec les princes du Qatar, avec les princes d'Arabie Saoudite, pour qui on vend des armes et au final, ces armes-là, elles servent notamment à bombarder le Yémen et autres, de toute cette déstabilisation géopolitique, comme on l'appelle, certains théorisent notamment ça, c'est-à-dire que la déstabilisation géopolitique, en fait, amène aussi sur le sol européen ou sur le sol occidental parfois ces moments en fait et ces actes terroristes. Et donc on va essayer de parler notamment avec cette table ronde de cette islamophobie qui est en train de monter de plus en plus en France et notamment de cette pression réactionnaire de l'extrême droite pour essayer de museler et d'empêcher la gauche en fait de pouvoir réagir par rapport à tout ce qui se passe, les menaces de dissolution et autres. Chers amis, merci énormément de suivre ce live. Je vous rappelle donc la date pour le prochain, ça sera jeudi 19 novembre et on est encore ensemble. Je vais demander à Arnaud de connecter notre camarade Alberta du NPA Jeunes et de Révolution Permanente avec laquelle on va essayer de discuter de ce qui se passe notamment dans les universités. Salut Alberta, salut à toi. Salut. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Oui, du coup, moi, je suis Alberta, je suis étudiante et AED à Toulouse et je suis militante au NPA à Révolution Permanente. Alors, Alberta, on va revenir avec toi sur, d'une part, cette loi. On sait que tu milites également, notamment dans les facultés à Toulouse, et notamment, on sait que la jeunesse, les réseaux sociaux, les smartphones et autres, on sait à quel point, ne serait-ce que dans la dernière séquence, à quel point les images de ces lycéennes et ces lycéens devant les blocus, en fait, étaient importants, que ça soit, par exemple, à Paris, devant le lycée Paul-Éluard, à Saint-Denis, pardon, ou le lycée Colbert à Paris. En fait, on a vu ces images de répression. Comment tu vois ça, toi, en tant que militante dans la jeunesse, en fait, de cette interdiction qu'essaye de mettre en place le ministère de l'Intérieur, en fait, avec cette loi sécurité globale et qui demain, déjà, quand ils sont filmés, matraquent et répriment les jeunes devant les lycées, devant les facultés. Qu'est-ce que ça sera demain dans la jeunesse ? Écoute, pour dire qu'est-ce que ça fait un peu comme réaction dans la jeunesse, je pense qu'il faut voir sur la mobilisation sur les réseaux. Les jeunes, ils deviennent fous, en fait. Il faut voir que la jeunesse, elle était en première ligne des mobilisations dont on parlait juste là, en début juin dernier, contre le racisme d'État et les violences policières. Et aujourd'hui, y compris à Toulouse, au rassemblement qu'il y avait, où on était assez nombreux, il y avait énormément de jeunes, en fait, qui n'en reviennent pas qu'on puisse passer une telle loi, en fait, qu'on puisse aller si loin dans une offensive sur nos libertés. Voilà, ça remet en cause, comme l'a expliqué très bien Arié, la liberté de manifester, parce qu'en fait, si on sait qu'il y a des drones qui vont nous surveiller, forcément, ça donne pas envie. Puis, en fait, la question de filmer les violences policières, etc., c'est quelque chose de primordial. Et puis surtout, je pense que la jeunesse, elle est particulièrement sensible à ce truc-là, parce qu'en fait, aujourd'hui, dans la jeunesse, il y a un sentiment très fort en fait, d'injustice que je pense qu'on a discuté un peu avant, et qu'en fait, s'il y a eu une mobilisation d'ampleur internationale après le meurtre de George Floyd, c'est bien parce qu'on a eu la vidéo. C'est parce qu'on a eu la vidéo et qu'en fait, ça a ému et choqué des milliers de personnes qui se sont mobilisées ensuite.
Et du coup, je pense que c'est un truc qui a énormément d'écho dans la jeunesse, quoi. Parce que qu'on était pas mal mobilisés aujourd'hui contre ce truc-là, mais que ça fait écho avec le mouvement qu'il y a eu en juin dernier. Je pense que la génération Adama, comme on l'appelait, c'est ce que vous discutiez avant, mais je pense que c'est aussi la génération en fait qui a perdu son taf pendant le confinement. C'est aussi la génération en fait aujourd'hui qui galère avec le confinement à la fac ou en fait au travail, avec un travail consomme et ferme ta gueule comme nous a annoncé Macron. Et qu'aujourd'hui, cette loi, elle est en train de faire déborder le vase, en fait, de plus le ras-le-bol dans la jeunesse de ces mesures répressives, quoi. Et Alberta, pendant qu'on est sur la jeunesse, notamment, on sait qu'il y a cette loi, la LPR, loi de programmation de la recherche, qui vise notamment à créer un délit d'entrave en cas de trouble à l'ordre dans les universités. Est-ce que tu peux nous en dire plus aujourd'hui concernant cette loi-là et en fait très concrètement ce que ça vise à faire sur les différentes facs de France? Bon, déjà, il faut voir que l'amendement, comme d'habitude, avec les amendements un peu répressifs comme ça, il est ultra flou. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une personne qui viendrait troubler la tranquillité ou l'ordre de l'université, mais en fait, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé, en fait, que ça viendrait criminaliser l'ensemble des luttes étudiantes, mais ça va de la lutte étudiante. En fait, ça peut vouloir dire, en fait, juste distribuer un tract. Si le président d'université, il décide qu'en fait, c'est troubler l'ordre, on pourrait se prendre jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Donc, c'est énorme. Et plus, ce qui est visé aussi très clairement, c'est la question des blocages et des manifestations dans les universités. Et je pense que ce que ça montre, cette loi, au-delà, parce qu'il faut voir que la LPR, c'est non seulement cette loi qui va venir criminaliser les luttes étudiantes, mais c'est aussi une loi en fait qui vient casser totalement l'enseignement supérieur. C'est une loi en fait qui vient dire la recherche, si ça ne sert pas au profit du patronat et des entreprises, ça ne sert à rien. Et en fait, ça, on en a payé les conséquences dramatiques pendant la crise sanitaire. Pendant le premier confinement, il y a plein de chercheurs qui ont sorti des tribunes en disant, mais en fait, moi, je faisais des études sur le SRAS, sur des virus en fait exactement similaires au Covid, et on m'a coupé mes financements. Et en fait, ils faisaient des tribunes en disant, voilà à quoi ça mène le fait de couper les budgets de la recherche et le fait en fait de faire une recherche qui soit pour les profits d'un petit groupe et pas pour le besoin de la population, pour voilà, typiquement le SRAS, on en a payé les frais. Et du coup, je pense qu'il faut voir que de la même manière que la LPR, c'est à la fois une offensive matérielle sur voilà, la précarisation en fait, de l'enseignement supérieur, c'est aussi voilà, ils ont glissé aussi un amendement en fait, pour pouvoir criminaliser les luttes étudiantes, parce qu'en fait, je pense que le gouvernement aujourd'hui, il a ultra peur en fait, d'une explosion sociale dans la jeunesse. Enfin, comme je disais, la jeunesse, il y a 20% des jeunes qui ont perdu un taf pendant le premier confinement. Aujourd'hui, on est encore trop tôt, je pense, pour mesurer les effets du deuxième confinement. Mais on sait que notamment tous les bars en fait qui sont menacés de fermeture, tous les petits commerces, etc., ils sont la plupart en fait régis par des jeunes. Et puis plus généralement, en fait, tous les tafs précaires de caissières, d'AED, etc., en général, c'est des jeunes qui les occupent et c'est les jeunes qui ont payé tous les frais de la crise. Et du coup, je pense que cet amendement aussi il vient montrer comment le gouvernement il se prépare, de la même manière qu'il se prépare avec la loi sécurité globale en fait à des explosions sociales. Et en fait, il renforce ces éléments les plus réactionnaires et les plus répressifs. Il se prépare, y compris dans la jeunesse. Et je pense que l'autre truc aussi par rapport à la jeunesse en général, quoi, c'est que, même sur ce que tu me demandais et tout, c'est que, ce que ça a montré le confinement, c'est que genre que ce soit le scandale des masques quand ils nous ont menti, mais en fait l'incapacité en fait de ce gouvernement à gérer la crise sanitaire et en fait juste donner des masques au début, des tests, etc. On a galéré et puis maintenant en fait on comprend plus trop où on en est, etc. Je pense que ça a montré que l'État il est pas là pour nous protéger et il n'est pas là non plus pour nous garantir ni un travail ni un avenir dans ce système, quoi. Et que je pense que la question en fait de comment aujourd'hui il y a une répression de plus en plus, que ce soit en fait la loi sécurité globale, la loi LPR, en fait même la loi séparatiste, en fait qui est une loi ultra islamophobe et raciste, quoi. Ça montre que le gouvernement il est en train d'essayer de préparer en fait la répression le plus possible pour quand nous on va se vénère, quoi. Je suis en train de me faire vanner en même temps sur le live de Facebook. On est en train de me dire arrête de crier.